Bitcoin s'est effondré à 63 000 $ ce matin suite aux frappes américano-israéliennes sur l'Iran. En seulement 45 minutes, le prix a chuté de 2500 $. C'est plus de 210 millions de positions longues qui ont été liquidées. Au total, sur 24 heures, on dépasse les 500 millions de $ de liquidation. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'on assiste à une escalade géopolitique sans précédent et ce que ça implique sur vos investissements crypto. Parce que oui, c'est l'escalade complète au Moyen-Orient. Ce matin, on a Trump qui a annoncé le début des opérations sur l'Iran suite aux frappes israéliennes sur Téhéran. On a Israël qui a déclaré l'état d'urgence national. Bien évidemment, la riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. On a les gardiens de la révolution qui ont attaqué plusieurs bases américaines, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis et Koweït. Donc au moment où je vous parle, l'espace aérien régional est complètement fermé. On est passé en quelques heures d'une frappe préventive à une guerre régionale qui implique plus de 5 pays. On a aussi le détroit d'Ormuz qui est la zone par laquelle transite 20% du pétrole mondial qui est une zone de conflit. Donc on est malheureusement sur le pire scénario possible. Bien évidemment, Bitcoin a joué son rôle de seul actif liquide pendant les week-ends pendant que les marchés traditionnels sont fermés. Donc le support critique sur Bitcoin, il est aux alentours des 64 000 $. Si jamais il est amené à rompre, on pourra se diriger vers le support des 60 000. Si jamais ce dernier casse, c'est les 55. On a le Fear and Greed qui est remonté à 10 après avoir touché les 5 la semaine dernière qui était le plus bas historique jamais enregistré. Bien évidemment, avec cette guerre ouverte, il va falloir s'attendre à une rechute sur les zones de terreur extrême, bien évidemment. Moi, je serais pas étonné qu'on retourne aux alentours des 5 au moment où l'index va se mettre à jour. Et le timing, il est particulièrement cruel parce qu'on venait de revoir enfin de l'inflow du côté des ETF après 5 semaines d'outflow consécutifs. Mais bien évidemment, ces inflows, ils arrivent juste avant le choc géopolitique qui remet tout en question. Donc dès lundi, il faudra surveiller si les institutionnels continuent leur accumulation ou s'ils sont vraiment en train de se dérisquer. Du côté des marchés traditionnels, ça montrait déjà des signes de stress la semaine dernière et on attend la réouverture lundi. Le Nasdaq affiche son pire mois depuis mars 2025 avec pratiquement moins 3,4% sur février. Donc on continue d'assister à cette rotation qui est claire avec des actifs tech qui sous-performent et par contre des métaux précieux, eux, qui surperforment, donc tous ces actifs défensifs. On a l'or qui réexplose à 5300 $, proche de ses records. L'argent bondit à 94 $. Et le baril de pétrole qui est aujourd'hui à 67 $ risque vraiment de s'envoler avec le Golfe Persique qui est en feu. Donc les métaux précieux et l'énergie jouent toujours plus leur rôle d'actif refuge. En plus de ça, on a le contexte macroéconomique qui empire la situation. On a l'inflation à la production de janvier qui explose. On est vraiment sur ce scénario de stagflation qui se confirme. On est également sur un record de licenciements annoncé en 2025. C'est les plus gros chiffres depuis la crise Covid. Et en plus de ça, avec la guerre qui risque de faire exploser le pétrole, on a vraiment la Fed qui va se retrouver dans une situation impossible. Et en parallèle de ça, on a plus de 2000 entreprises qui poursuivent Donald Trump pour les tarifs douaniers. On est potentiellement sur 175 milliards de dollars qui devraient être remboursés suite à la décision de la Cour suprême. Donc malgré tout ce chaos sur terme, on a l'adoption institutionnelle de fonds qui continue, à l'image notamment de Morgan Stanley qui dépose une demande de charte US pour la garde de crypto. Et on a également l'Indiana qui adopte un projet de loi qui ouvre Bitcoin et les actifs numériques aux fonds de retraite. Donc les amis, on est vraiment sur un point d'inflexion majeur. La guerre ouverte au Moyen-Orient avec plus de 5 pays impliqués, le détroit d'Ormuz en zone de conflit, pétrole qui va s'envoler, l'inflation qui repart et plus de 70 milliards de dollars qui ont été effacés du marché crypto en 24 heures. Donc dès lundi, attendez-vous à une ouverture sur les marchés traditionnels qui pourrait être explosif et surtout à une énorme volatilité généralisée sur les marchés. Comme d'habitude dans cette vidéo, on va décortiquer tout ça ensemble, on va regarder toutes les news importantes de l'écosystème et on ira se faire comme d'habitude un tour du côté des graphes. Je vous rappelle qu'on sort 3 vidéos par semaine, donc si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et continuer de liker et de commenter nos vidéos. On attaque avec les news et on commence par une déclaration importante de Michael Saylor sur la menace quantique. Il estime que l'information quantique ne représente pas une menace immédiate pour Bitcoin. Il évoque un horizon d'au moins 10 ans avant tout risque concret. Donc c'est une prise de position qui rassure, surtout dans un contexte où certains commencent quand même à fortement s'inquiéter de la sécurité cryptographique sur le long terme. Donc Saylor, lui, il reste confiant sur la capacité du réseau Bitcoin à évoluer et à s'adapter le moment venu. Du côté de l'adoption politique aux États-Unis, nouvelle avancée majeure. On a le projet de loi HB 1042 de l'Indiana qui vient d'être adopté par les deux chambres et qui attend maintenant la validation finale du gouverneur. Donc cette loi protège l'usage de Bitcoin, interdit toute fiscalité crypto qui est jugée discriminatoire et surtout ouvre les fonds de retraite publics aux actifs numériques. Donc c'est exactement le genre de développement structurel qui construit les fondations d'un futur cycle haussier. Et pour illustrer un peu l'adoption institutionnelle qui est en cours, voici un chiffre qui quand même parle de lui-même. Les conseillers en placement qui gèrent 146 000 milliards de dollars d'actifs à travers le monde, devinez ce que les 29 premiers ont en commun. Ils détiennent tous du Bitcoin, on parle des plus gros gestionnaires de patrimoine de la planète. Donc c'est plus une question de si Bitcoin sera adopté par la finance traditionnelle, c'est déjà en train de se faire. Et justement dans la continuité de cette adoption institutionnelle, il y a Morgan Stanley, qui est une banque d'investissement qui gère plus de 2000 milliards de dollars d'actifs, qui vient de déposer une demande d'agrément bancaire aux États-Unis pour pouvoir assurer la garde d'actifs crypto. Donc c'est aussi un signal extrêmement fort, Morgan Stanley, ils font pas ça pour le plaisir, ça veut dire qu'ils voient quand même une demande croissante de leurs clients institutionnels qui veulent accéder justement à la crypto, mais via des canaux régulés et plus traditionnels. Si on passe maintenant au sentiment on-chain, et là on a un signal aussi important à surveiller, il y a 28 000 BTC qui viennent d'arriver sur les exchanges. Donc depuis le 14 janvier, les réserves sont passées de 2,72 millions à 2,75, donc 1% d'offre qui est disponible à la vente en 45 jours. Donc la traduction elle est assez simple, c'est que les coins justement ils arrivent sur les exchanges plus vite qu'ils n'en sortent. Donc on est toujours sur de la distribution et pas de l'accumulation du côté du particulier.
particulier. Et tant que ce pattern malheureusement ne s'inverse pas, c'est la pression vendeuse structurelle qui domine. Et du côté de l'intelligence artificielle et de la géopolitique, on a aussi un développement majeur. On a OpenAI qui vient officiellement de conclure un accord avec le Pentagone pour déployer ses modèles d'IA à des fins militaires classifiées. Donc cette annonce arrive quelques heures seulement après que Trump ait banni Anthropic de toutes les agences fédérales américaines. Donc on est sur un tournant historique, l'IA entre officiellement dans le domaine militaire américain via OpenAI. Et justement, si on regarde d'un peu plus près l'impact d'Anthropic sur les marchés ces 2 dernières semaines, c'est juste hallucinant. Premièrement, Anthropic a provoqué la pire journée d'IBM depuis octobre 2020. Ensuite, les actions de cybersécurité ont chuté de 20%. Il y a plus de 100 milliards de dollars de capitalisation qui ont été effacés dans plusieurs industries. Et on a la technologie d'Anthropic qui a été du coup bannie du gouvernement américain par Trump. Donc le gouvernement US a même officiellement désigné Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est quand même une étiquette qui est normalement réservée aux ennemis ou aux adversaires des États-Unis. Donc c'est du jamais vu pour une entreprise américaine. Donc la révolution IA, elle s'accélère et elle redistribue les cartes à une vitesse folle. Et cette révolution IA, on la voit aussi dans l'écosystème Bitcoin. On a Block, donc qui est l'entreprise de Jack Dorsey qui vient de supprimer 4000 emplois, soit 40% de ses effectifs. Et la réaction du marché, c'est que l'action elle prend plus 30%. Et Dorsey, il assume, il veut une entreprise plate, agile, qui est propulsée par l'IA. Donc le message, il est clair, l'IA permet à moins de personnes de produire plus. Mais ce qui est important pour nous, c'est que Block ne sort pas de la crypto, bien au contraire. Ils ont 8500 BTC à leur bilan, ils se restructurent pour les RIA tout en gardant Bitcoin comme un pilier stratégique. Du côté des marchés traditionnels, on a les hedge funds qui n'ont jamais été aussi baissiers sur les actions software américaines. On a une exposition short qui a atteint un record historique de 3,8%, elle a explosé de 90% depuis 2022. Donc pour comparaison, le point bas de 2019, il était à 1,6% et le précédent pic de 2021 à 3,2%. Donc la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'il y a un short squeeze massif qui est en train de se préparer sur le secteur? Et pendant que les hedge funds ils shortent les softwares, les investisseurs retail ils achètent du Nvidia à un rythme record. On a les particuliers qui ont acheté environ 360 milliards de dollars d'actions Nvidia dans les 80 premières minutes de la séance de jeudi. Donc on est sur le record absolu pour une ouverture de session. Et ça fait suite aux excellents résultats de Q4 de Nvidia et à ses prévisions très solides pour Q1 2026. Mais malgré ces achats massifs et ces bons résultats, l'action elle a quand même terminé la séance à moins 5,5%. Donc on a le retail qui achète, mais la smart money elle continue de vendre. C'est aussi de la folie du côté des tarifs douaniers. On a plus de 2000 entreprises qui poursuivent désormais le président en justice après que la Cour suprême ait jugé illégaux ces tarifs internationaux. On a le gouvernement américain qui pourrait devoir rembourser jusqu'à 175 milliards de dollars de taxes déjà collectées. Et c'est quand même hyper important parce que ces remboursements, ils creuseraient immédiatement le déficit fédéral puisque l'argent, il a déjà été dépensé. Donc le Trésor américain devrait émettre davantage de dettes pour financer ces remboursements. Donc l'augmentation de l'offre d'obligations, elle pourrait exercer une pression à la hausse sur les rendements. Donc si on a des conditions financières en plus de ça qui continuent de surserrer, et la Fed, elle pourrait être poussée à assouplir sa politique monétaire plutôt que prévu. Donc là, c'est plus seulement les droits de douane, ça affecte tout le budget fédéral et les taux d'intérêt. Du côté de l'immobilier américain, toujours en signal d'alerte, on a les vendeurs de maisons qui sont désormais 44% plus nombreux que les acheteurs. Donc c'est quand même l'un des plus grands écarts de l'histoire et ce déséquilibre massif entre l'offre et la demande, ça suggère quand même qu'il y a une pression baissière qui est significative sur les prix de l'immobilier à venir aux États-Unis. Et bien évidemment, quand l'immobilier souffre, c'est souvent un indicateur avancé de stress économique qui est beaucoup plus large. Et cette pression économique, on la voit aussi sur le marché de l'emploi. Il y a plus de 1,17 million de suppressions d'emplois qui ont été annoncées aux États-Unis l'an dernier. C'est un record depuis le début de la pandémie. 600 000 postes ont été supprimés sur les 2 premiers mois de 2026 seulement. Donc les plus gros contributeurs, c'est le gouvernement américain. Il y a UPS, Amazon, Intel, Microsoft et Block qu'on vient de mentionner. Donc les entreprises, elles affirment ouvertement que des équipes plus petites peuvent désormais accomplir le même travail grâce à l'IA. Donc le risque, il est simple parce que l'économie américaine, elle repose sur la consommation. Et les travailleurs à haut revenu, c'est eux qui génèrent une part importante de cette demande. Donc quand vous avez des emplois à 150-200 000 dollars par an qui sont remplacés par des logiciels, vous avez certes les marges des entreprises qui augmentent, mais par contre le revenu des ménages, il diminue extrêmement et il impacte immédiatement l'économie. Pour autant, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage qui restent pourtant contenues à 212 000 en dessous des attentes. Donc on a quand même un marché de l'emploi qui montre encore des signes de résilience malgré justement toutes ces vagues de licenciements annoncés. Mais attention parce qu'il y a toujours un décalage entre l'annonce des suppressions de postes et leur impact justement sur les chiffres officiels. Côté inflation, on a les chiffres du PPI de janvier qui sont tombés et ils sont aussi au-dessus des estimations. Donc on a vraiment ce scénario de stagflation qui se confirme. On a vraiment l'inflation qui reste haute, l'économie ralentie et les licenciements qui s'accumulent. Et ça, c'est exactement l'environnement le plus compliqué pour la Fed. Et maintenant, on va bien évidemment passer sur la news qui a fait trembler les marchés ce matin. On a Trump qui vient d'annoncer le début des opérations de combat américaines en Iran. Sa citation, c'est: notre objectif, c'est de défendre le peuple américain en éliminant les menaces imminentes du régime iranien. Donc on est sur un développement géopolitique majeur qui change complètement toute la donne sur les marchés. Bien évidemment, l'impact sur Bitcoin, il a été immédiat et assez violent. Le prix a chuté de 2500 $ en seulement 45 minutes après l'attaque israélienne contre l'Iran. Donc l'impact sur Bitcoin, bien évidemment, il a été immédiat et relativement violent. Moins 2500 $ en seulement 45 minutes. Pratiquement 210 millions de dollars de positions longues qui ont été liquidées en 1 heure et plus de 70 milliards de dollars de capitalisation
qui ont été effacés sur l'ensemble du marché crypto. Donc c'est un rappel, toujours pareil, que Bitcoin, ça reste un actif risk-on et particulièrement en période de choc géopolitique majeur. Donc dans ce contexte d'incertitude maximale, bien évidemment, la prudence est de mise. Et on a en plus de ça eu la riposte iranienne qu'on craignait. On a les gardiens de la révolution iraniens qui viennent d'attaquer plusieurs bases américaines au Koweït, aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et à Bahreïn. Donc on est sur une escalade majeure. On a l'Iran qui frappe directement les positions américaines dans le Golfe Persique. Donc on passe en quelques heures en fait d'une frappe préventive à une guerre ouverte avec des échanges de tirs des deux côtés. Et le détroit d'Ormuz, par lequel transite 20% du pétrole mondial, est désormais une zone de guerre active. Et on a la situation qui continue de s'aggraver. On a les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn qui ont officiellement confirmé des pertes humaines et des frappes sur des sites stratégiques. Donc le ministre des Affaires étrangères des Émirats indique se réserver le droit de riposter. Donc l'espace régional est fermé et tout ça est en train de se transformer en un conflit régional qui s'étend désormais à 5 pays. Donc clairement, scénario catastrophe pour les marchés. Et globalement, tant que cette situation n'est pas stabilisée, il faut s'attendre vraiment à énormément de volatilité, particulièrement sur les actifs risqués. Juste avant d'attaquer la partie analyse technique, petit rappel avant, sous chacune de nos vidéos, vous avez un lien si vous souhaitez rejoindre le Mayor of Club. Une fois à l'intérieur du club, vous aurez accès à tous nos portefeuilles crypto en fonction de votre profil de risque. Dans ces portefeuilles, on vous donne le nom des cryptos sur lesquels on s'expose, les pourcentages d'allocation, les points d'entrée et les points de sortie. Vous avez également accès à tous nos signaux de trading en alpha pour saisir les meilleures opportunités sur le court moyen terme. Si jamais vous avez besoin de faire travailler vos capitaux en automatique, vous pouvez le faire via nos volts sur Bitcoin, Ethereum et Solana. Et en bas, vous avez accès à Q42 qui va vous permettre de rentrer en anticipé sur les nouveaux projets crypto avant leur sortie. On attaque l'analyse avec Bitcoin et comme d'habitude, si vous avez une crypto que vous voulez que j'analyse en particulier, vous me droppez son nom dans les commentaires. Donc Bitcoin qui nous avait fait une jolie réintégration de son triangle de compression se fait de nouveau rejeter par la borne hausse et casse à la baisse, bien évidemment suite à l'envolée des tensions au Moyen-Orient. On continue mine de rien de maintenir le support des 64 300 $. Au vu de l'embrasement qui est en train de mettre en place et des marchés US qui sont fermés le week-end, il faut quand même à mon sens s'attendre à une grosse chute en début de semaine. Enfin grosse, on verra comment ça se passe, mais je pense qu'on va à mon avis casser cette zone de support et je pense qu'on va déjà à mon sens revisiter la zone de support des 60 000 $. Bien évidemment, je me trompe peut-être et ceci n'est pas un conseil en investissement. Si jamais cette zone de support à 60 000 $ est amenée à casser également, la prochaine zone de support, elle se trouve plus bas aux alentours des 55 000. Mais globalement, rien d'autre à dire, on est toujours sur une tendance baissière caractéristique. On a créé une zone de fair value gap inversée, donc une baisse, on l'a reprise et on la recasse de nouveau. Donc ça sera une zone de résistance supplémentaire qui aura éventuellement à franchir quand on aura justement un retournement plus à la hausse, ce qui à mon avis n'est pas prévu dans les prochains jours. Et comme je vous le disais, c'est dommage parce qu'on a vraiment une reprise des inflows institutionnels. On a eu une belle journée à plus 500 millions de $ du côté de Bitcoin, mais là au vu de la pression vendeuse qui va certainement s'exercer dans les prochains jours, je pense que ça suffira pas et il va falloir regarder vraiment le comportement des institutionnels. Est-ce que ces inflows vont perdurer justement parce qu'on est des zones sur de prix long terme qui sont hyper intéressantes, ou alors est-ce qu'ils vont vraiment complètement se dérisquer et qu'on va revoir de l'outflow à suivre. Bien évidemment, Ethereum qui suit le mouvement, qui avait lui fait son fake out à la baisse, qui était revenu sur la zone de résistance des 2200 globalement dollars, et finalement on repasse bien évidemment en direction du sud. Donc je pense qu'on va revisiter la zone de support des 1750-1800. Si jamais on est amené à la casser, la prochaine zone de support évidente, elle est globalement au niveau des 1550 $. Et même chose pour Ethereum, c'est dommage, on avait eu quand même un joli inflow avant-hier, plus 157 millions de $, léger outflow ces 2 derniers jours, mais à surveiller le comportement des institutionnels en début de semaine. Notre ami Solana qui est en train de nous construire un petit range entre les 90 $ globalement et les 78, donc on se fait évidemment rejeter par la zone de résistance des 92 $. On revient visiter la zone de support des 80, on est toujours aussi dans une tendance baissière caractéristique, bien évidemment, comme sur la majorité des cryptos de l'écosystème. Si jamais on est amené à casser, la prochaine zone évidente de support, elle est au niveau des 67 $. Moi, ça fait partie des zones de toute façon dans lesquelles je continue d'accumuler du Solana. Vraiment dommage aussi pour Sol parce qu'on a eu une sacrée journée. Si vous regardez un peu la moyenne des inflows, on était, voyez, autour de globalement 2 millions de $ par jour avec quelques pics. Là, on a eu une belle journée à plus 30 millions de $. Donc ça, c'est le signe par contre que vraiment les institutionnels, ils sont en train de pricer Solana comme un actif hyper intéressant sur les zones de prix dans lesquelles il est sur le long terme. Pour ce qui est d'XRP, même chose, continuation de tendance baissière. On revient visiter la zone de support des 1,26 $. J'ai du mal à croire qu'elle va continuer de tenir. Je pense qu'incessamment sous peu, on va se retrouver sur la zone de support des 1,13 $. Et si jamais par contre elle est amenée à casser, là vraiment, on risque de retourner quand même pas mal plus bas au niveau d'XRP. La prochaine zone évidente de support, elle sera en dessous des 1 $. C'est assez différent sur XRP au niveau des ETF. Vous voyez, on a déjà une diminution énorme des amplitudes au niveau de l'inflow. On est toujours sur du petit inflow, mais si on regarde en USD, ça reste vraiment minoritaire, 3 millions, 2 millions, etc. C'est un signe qu'on a une appétence instit et ce qui est en train de diminuer. Et surtout, en plus de ça, quand on voit qu'il y a quand même des pics sur Bitcoin, Ethereum et particulièrement sur Solana, on peut quand même se poser la question de savoir s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de changer dans la tête des instits du côté d'XRP. On finit cette vidéo avec le BNB qui tient relativement plutôt bien, entre guillemets, en tout cas qui prend des drawdowns qui sont un peu plus faibles sur quand même la majorité, même des grosses caps sur le secteur crypto. On est toujours sous la zone de support des 620 $. Si jamais on est amené vraiment à aller plus bas, la prochaine zone de support évidente, elle est au niveau des 560 $. Ça va vraiment commencer à représenter aussi
aussi des zones d'achat long terme hyper intéressantes. Mais voilà, BNB qui est toujours un coin qui est quand même assez résilient dans les phases baissières. Je vous engage à aller jeter un petit coup d'œil de BNB contre BTC. Vous pourrez constater que vraiment dans les bear markets, il est quand même vachement des fois plus résilient même que BTC. Donc intéressant. Et là, moi, on revient vraiment sur des prix d'achat long terme qui sont quand même plutôt sympas. Je pense que ça fait partie, à mon avis, aussi des cryptos que je vais me mettre à réaccumuler incessamment sous peu dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, là, on temporise. Il faut attendre vraiment une stabilisation de la situation. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de contenu comme celui-ci. Je vous rappelle que tout ce qui a été dit dans cette vidéo n'étant un conseil en investissement, faites bien vos propres recherches, gérez bien votre risque et surtout n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre. Prenez bien soin de vous, c'était JB du Mare of Club. On se retrouve pour la prochaine vidéo et comme d'habitude, que les marchés vous soient le plus favorables possible.